Bonjour à toutes et à tous, nouveau jour, nouveau rendez-vous, nouvelle randonnée télévisuelle sur l'ORTB, l'émission c'est 5 sur 7 matin. C'est un énorme plaisir pour nous d'être là et de pouvoir partager notre matinée avec vous. Nous sommes bien sûr mercredi et les mercredis, vous le savez, nous parlons économie par ici. Et aujourd'hui, nous allons surfer sur plusieurs plans. Vous aurez l'occasion de le remarquer. Restez juste en notre compagnie, bien sûr. Loïc Ricardo Kwekou, bonjour. Bonjour Serge Senandé Ayaka, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bien bonjour. Un plaisir de vous retrouver en ce mercredi. Nous sommes déjà le 3e jour de la semaine, le mois de décembre, le dernier mois donc de l'année, bientôt, les fêtes de fin d'année. Nous serons donc en votre compagnie. Mesdames et messieurs, un plaisir, oui, je le disais, un plaisir de pouvoir parler économie ce matin, créer son propre emploi plutôt que d'en demander un, que l'on soit jeune ou plus âgé. L'envie d'entreprendre et de se lancer dans la création d'une société reste un vœu. Mais la création d'entreprise est une étape longue, jonchée de freins aussi bien techniques que financiers qui peuvent justement décevoir ceux-là qui, justement, les jeunes ou les plus âgés qui ont envie de créer leurs entreprises. Alors, l'entrepreneuriat, une solution au chômage, la question reste posée. Comment est-ce qu'il faut faire pour réussir la création de son emploi, de son entreprise? Nous aurons donc le temps d'en parler dans le forum de discussion. Et par rapport justement à ce sujet, à cette question, nous aussi, nous avons une préoccupation que nous vous soumettons. En quoi l'entrepreneuriat peut-il contribuer à résoudre la question du chômage des jeunes? En quoi l'entrepreneuriat peut-il contribuer à résoudre la question du chômage des jeunes? Vos commentaires nous intéressent. Rejoignez-nous sur Facebook, sur Twitter ou encore par WhatsApp. C'est bien sûr au 61 19 88 88, le 61 19 88 88. Et dites-nous en quoi l'entrepreneuriat peut contribuer à résoudre la question du chômage des jeunes. Et par rapport justement aux entreprises aujourd'hui, notre expert de l'ANPME nous parle des incubateurs d'entreprises rien que pour booster l'entrepreneuriat au Bénin. Vous aurez l'occasion d'en savoir davantage avec Maxime Toklo dans un instant. Et puis, de la création d'entreprises aux microfinances, il n'y a qu'un seul pas. Nous aurons également donc le temps de pouvoir parler de la microfinance et notamment du défi de la sécurité des épargnants. Ce sera avec le directeur général de l'Agence de surveillance des systèmes financiers et décentralisés. Nous reviendrons largement sur la question dans la première heure de cette émission. Et puis, il y a ce sommet, ce 36e sommet ACPUE qui se déroule à Cotonou depuis quelques jours et qui prend d'ailleurs fin ce jour. Le président de la République, son Excellence, le président Patrice Talon, l'a d'ailleurs lancé à son mot d'ouverture. Vous avez pu suivre l'extrait donc de la déclaration du chef de l'État sur la télévision nationale. Nous revenons donc sur les objectifs et les priorités principales donc de ce sommet ACPUE dans quelques minutes. Ne ratez pas la troisième partie, bien sûr, nous restons collés à cette actualité de lutte contre le VIH-Sida. Dans nos assiettes aujourd'hui, Priskadou Bachabi nous parle de l'alimentation adaptée aux personnes infectées au VIH. Troisième partie qui sera consacrée également au sport et bien sûr à la revue de la presse béninoise. 5 sur 7 matin, en débat.
Voilà, c'était à l'instant le bulletin météo, une réalisation de nos confrères de la télévision BB24. Aujourd'hui, nous étions dans la ville d'Avrancourt. La suite de 5 sur 7 matin à suivre donc dans les toutes prochaines minutes. La revue des titres des quotidiens parus et parvenus ce jour à notre rédaction. Nous allons pouvoir vous rappeler la question du jour, vous lire les paroles de sages. Mais avant tout ceci, nous allons pouvoir suivre tout de suite le flash d'information. C'est une présentation de Nicanor Kovi. Bonjour à toutes et à tous. Politique nationale pour débuter ce flash. À Glodjigbe, le mouvement Grâce Divine Aïdoté a rejoint le bloc républicain. Un pas sauté par adhésion aux idéaux du nouveau départ et par souci de conformité au nouveau système partisan, diront les responsables du dit mouvement. Cette adhésion de notre mouvement contribuera à l'avènement d'un Bénin uni, un Bénin nouveau et fort, de par sa diversité culturelle sur les bases de justice, d'égalité, de démocratie et de lutte contre la corruption. Mesdames et messieurs, le mouvement Grâce Divine Aïdoté, constitué essentiellement de jeunes, est honoré de rejoindre les rangs de l'un des blocs de la mouvance. Sécurité à présent, assaut final de la manœuvre militaire Makohen le dimanche dernier à Segmana. Une opération initiée pour prévenir le terrorisme et qui a mis à contribution les populations des environs du site d'intervention. C'est un point indispensable pour avoir le renseignement. Quand vous n'êtes pas intégré dans une communauté, comment la communauté peut vous faire confiance et vous faire dépositaire de certains renseignements qui étaient les leurs. C'est ça le problème. Et je pense que ce qui se passe ici maintenant, on va multiplier, de manière à ce que l'armée soit adoptée par la population, pour que la population fasse sienne son armée. Ça, c'est le gage du développement, le gage de la sécurité plus accrue, parce qu'il faut être préventif, il faut avoir le renseignement pour s'apprêter, que de se faire surprendre par l'ennemi. Coopération bilatérale dans ce flash. Arrivée hier mardi 4 octobre à Cotonou de la présidente estonienne Kersti Kaljulaid. Elle a été accueillie à son arrivée par le ministre des Affaires étrangères Aurélien Agbenonsi. Présente au Bénin jusqu'au jeudi, Kersti Kaljulaid va s'entretenir avec le président Patrice Talon dans la matinée de ce mercredi 5 décembre sur les perspectives de la coopération entre l'Estonie et le Bénin. Elle assistera par ailleurs à Semen City à un panel de discussion sur l'importance du numérique dans le développement économique. Électrification décentralisée, mini-réseau, se préparer à l'arrivée du réseau électrique national. C'est le thème qui va guider les travaux de la 14e rencontre annuelle du club ER à Cotonou du 5 au 7 décembre 2018. Un thème, je dirais, anticipateur ou plutôt avant-gardiste, qui est donc de s'interroger sur l'électrification rurale ou l'électrification hors réseau. Qu'est-ce qui va se passer quand le réseau conventionnel, le réseau national va passer dans ces zones pour l'instant non interconnectées? La CONEB, Confédération nationale des employeurs du Bénin, ouvre les portes du 229 aux investisseurs tunisiens. 3 jours durant, un groupe d'opérateurs économiques de Tunisie va séjourner pour se faire au Bénin pour y prospecter les opportunités d'affaires. En venant au Bénin, vous savez que vous rentrez par la porte, par la double porte, celle de l'UEMOA d'un marché d'environ 300 millions d'individus, mais celle de la CEDEAO avec un regard, et je vous vois bien, tourné vers l'est du Nigeria. Et
pour boucler ce flash, retrouvons le député Rachid Badamassi dans la posture d'un ardent défenseur de la chefferie traditionnelle. À la Gani 2018 de Sandilo, il a été accueilli avec les honneurs dus à son rang de dignitaire, titre qu'il porte à la cour royale du terroir. Nous sommes en train de négocier avec le président de la République pour voir la possibilité de prendre un décret. Parce que la chefferie est hiérarchisée. Au moins, s'il faut commencer au moins par les premiers. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et dans les jours à venir, je crois que le président de la République, conscient et qui a fait de son cheval de bataille la promotion de la culture, la promotion de nos chefs traditionnels, la reconnaissance de nos chefs traditionnels, je crois qu'il ne va pas oublier. Fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Merci à vous, Nicanor Kovi. À suivre tout à l'heure la revue des titres des quotidiens. On vous rappellera la question du jour avant de retrouver le tout premier invité de la journée avec qui nous allons parler aujourd'hui des incubateurs d'entreprises. À tout de suite. Bonjour. Bonjour monsieur. C'est pour un test de dépistage. Sur rendez-vous? Ouais. Un instant s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour jeune homme. Connaissez-vous votre statut sérologique? Bien sûr que oui, et vous? Moi aussi. Bravo. Mais savez-vous que seulement 7% des hommes connaissent leur statut sérologique? Et pourtant, connaître son statut, c'est éviter la transmission du VIH-Sida et se soigner au besoin. Évidemment. Alors messieurs, faites-vous dépister pour préserver votre vie et préserver vos partenaires du VIH-Sida. À travers l'élevage de type bio et quels sont les avantages de la cuniculture bio, nous réussirons à avoir des réponses à ces questions en plongeant dans le quotidien de M. Wilson Ako-Sylvestre. C'est lui qui est le responsable à la production de la ferme Adido. Dans la cuniculture bio, c'est l'éleveur lui-même qui fait sa provence, ce qui réduit le coût de la provence. Il y a aussi l'aspect éthique de la chose. Dans le bio, l'animal est plus sain que dans le conventionnel. À la ferme, on fait l'inspection générale d'abord. On fait les accoupements. Après les accoupements, on donne à manger, on donne de l'eau, puis tout ce qui reste. Considérés avec une curiosité moqueuse, à cause de leur petite taille, de leur dénuement. Ils ne fabriquent rien. Ils se contentent de chasser, de cueillir et de chanter. Il y a 4500 ans, les Égyptiens de l'Ancien Empire découvraient un peuple étrange dans les forêts du Haut-Nil. Comme nous aujourd'hui, les Égyptiens étaient sidérés et séduits par la beauté subtile de la musique pygmée. La sensualité des danses. Les chasseurs pygmées excellaient dans la chasse au gros gibier. L'éléphant, le gorille étaient leur proie préférée. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. L'émission c'est 5 sur 7 matin. Nous sommes mercredi 5 décembre 2018, mercredi de l'économie et des finances par ici. Aujourd'hui, nous parlerons essentiellement donc avec nos invités de l'entrepreneuriat qui, selon bien de personnes, constitue une solution pour le chômage, mais c'est difficile pour certains jeunes, certaines personnes de pouvoir entreprendre pour diverses raisons. Nous aurons donc le temps d'en parler dans le forum de discussion. Mais avant, nous vous rappelons donc la question du jour. Dites-nous en quoi l'entrepreneuriat peut-il, selon vous, contribuer à résoudre la question du chômage des jeunes?
En quoi l'entrepreneuriat peut-il contribuer à résoudre la question du chômage des jeunes? Question à laquelle vous pouvez donc répondre via nos divers canaux de communication, notre page Facebook, notre compte Twitter et puis le numéro WhatsApp, le 61 19 88 88, le 61 19 88 88. Allez, place à présent donc à la lecture des unes des quotidiens parus et parvenus ce jour à notre rédaction. Nous allons démarrer par le journal du service public, le quotidien La Nation, qui s'intéresse donc au partenariat public-privé. Le journal nous apprend que la Banque mondiale outille à cet effet les cadres béninois. Et puis, en visite de travail au Bénin, nous apprend le journal La Nation, la présidente de l'Estonie, hôte du Bénin depuis hier. Ouverture de l'école, on va continuer avec La Nation, il y a encore deux titres, voilà, merci. Ouverture de l'école de formation des professions judiciaires, la concrétisation, selon le journal, d'un projet du programme d'action du gouvernement. Et puis Banikwara, Tchaourou et Malanville, les projets de budget 2019 en souffrance. On passe maintenant au journal Le Matin qui revient sur la mise en œuvre du volet assurance maladie du projet Arche. C'est un gros soulagement pour les populations pauvres, nous dit aujourd'hui Le Matin. Visite au Bénin de la présidente de l'Estonie, c'est l'axe Cotonou-Tallinn qui se renforce. Et à propos de la session de l'Assemblée parlementaire ACP-UE, Patrice Talon en appelle à des changements. L'autre quotidien, regroupement au sein de la mouvance présidentielle, Valentin Roudé fait l'événement dimanche, nous apprend le journal. Et puis participation au tournoi de l'UFOA, zone B, Lomé 2018, les écureuils U20 du Bénin rallient le Togo pour la compétition ce jour. Et puis sommet international sur l'électricité, les travaux s'ouvrent demain à Cotonou. Un autre titre à lire à la une de l'autre quotidien, coopération économique Bénin-Tunisie, revitaliser l'axe Cotonou-Tunis pour une croissance partagée. L'autre vision à présent, dématérialisation pour l'obtention du visa d'accès au Bénin, les efforts de Patrice Talon récompensés au plan continental. Le Bénin est en tête du classement des pays africains en 2018, nous apprend l'autre vision. Renforcement de la coopération entre l'Estonie et le Bénin, la présidente Kersti Kaljulaid est à Cotonou depuis hier, informe aujourd'hui l'autre vision. Libération à présent, libération, démarrage imminent du volet assurance maladie du projet Arche, ce projet donc inscrit au cœur du PAG, la prise en charge sanitaire des plus vulnérables, bientôt une réalité, nous apprend le journal qui nous confie d'ailleurs que le président Talon est à fond dans le social. Et puis, séjour officiel à Cotonou, dans le cadre de la coopération bilatérale, la présidente Kersti Kaljulaid, bien sûr, est Talon pour le renforcement de l'axe Estonie-Bénin. Le potentiel parle aussi du projet Arche. L'assurance maladie pour les pauvres n'est plus une illusion. Talon est social. La phase pilote du projet est validée, rapporte le potentiel. Dynamique et coopération bilatérale entre le Bénin et l'Estonie. Talon enclenche une diplomatie de développement, nous dit aujourd'hui le journal qui par ailleurs nous parle de l'indice de transparence des visas en Afrique. De la 27e place, le Bénin passe premier. Le journal L'Économiste, pour finir cette première manche de la revue des titres, échanges commerciaux en 2017 au Bénin, 1197 milliards obtenus pour les exportations, nous apprend le journal. Et puis facilité d'énergie propre hors réseau, les opportunités du deuxième appel à projet, nous apprend le journal L'Économiste. Voilà, c'est tout pour la première manche de la revue des titres. On se retrouve tout à l'heure, un peu après 7 heures, pour une autre partie. On vous rappelle maintenant la question du jour. Dites-nous en quoi l'entrepreneuriat peut contribuer à résoudre la question du chômage des jeunes.
Vos commentaires, ils nous intéressent. Rejoignez-nous, hein, c'est sur Facebook, c'est sur WhatsApp, 61 19 88 88, ou encore, si vous aimez tweeter, allez-y, ne vous gênez pas. Et à propos justement d'entrepreneuriat, d'entreprise et de tout le reste, que nous dit-il le sage? Les paroles de sage ce matin, nous tirons justement ces propos de Mahatma Gandhi. Qu'est-ce qu'il nous dit, Mahatma Gandhi? Chaque bonne réalisation, grande ou petite, connaît ses périodes de corvée et de triomphe. Un début, un combat et une victoire. Chaque bonne réalisation, grande ou petite, connaît ses périodes de corvée et de triomphe. Un début, un combat et une victoire. C'est ce que nous apprend aujourd'hui Gandhi. Et quand c'est Gandhi qui le dit, vous y comprenez quelque chose. Bien évidemment. Allez, retrouvons maintenant le tout premier invité de la journée. C'est bien sûr Maxime Toklo, avec qui on vous parle aujourd'hui des incubateurs d'entreprise. Qu'est-ce en réalité? Que faut-il y comprendre? On installe Maxime tout de suite. Aujourd'hui donc avec notre expert, notre spécialiste de la NPME, nous parlons des incubateurs d'entreprises qui peuvent aider justement à booster l'entrepreneuriat au Bénin. Ce sera avec Maxime Toklo. Bonjour Maxime. Bonjour Ricardo, bonjour Serge. Bonjour Max. Alors tout de suite, hein, j'ai envie de savoir ce qu'on peut comprendre par un incubateur d'entreprise. Ok, merci. Il faut dire que c'est un thème qui a été prêté à la biologie. Vous savez que lorsque la poule pond des œufs, elle incube ses œufs et après elle pond et le poussin qui naît, elle continue de couver ce poussin-là pendant un certain temps jusqu'à ce que ce poussin-là grandisse et devienne indépendant. Donc, mais en matière d'entreprise, les incubateurs d'entreprise sont des structures d'accompagnement à la création d'entreprises. Donc, c'est des structures qui sont installées et qui permettent donc d'aider la jeunesse, d'aider ceux-là qui ont des idées, qui ont des initiatives de création d'entreprises, qui les accompagnent pour les aider à éviter les difficultés qu'on rencontre généralement au cours des premières années de création d'entreprise, qui justifient d'ailleurs le fait que la plupart des entreprises créées, on a constaté qu'une grande majorité est obligée de fermer pendant les 5 premières années. Donc, pour éviter que cela arrive, les incubateurs donc, sont créés pour aider la jeunesse à passer cette phase-là avec succès, afin que des entreprises pérennes puissent être créées. Donc, en un mot, c'est cela un incubateur d'entreprise. Alors, quand on parle d'incubateur d'entreprise, est-ce qu'il y a d'autres incubateurs ou c'est le seul qu'on a justement pour booster les jeunes dans leur dessein de pouvoir créer une entreprise Oui, en matière, lorsqu'on parle d'incubateur d'entreprise, de façon générale, c'est un peu ce que cela signifie maintenant. L'incubateur peut avoir plusieurs formes. Okay. Voilà, on peut avoir un incubateur spécialisé qui accompagne un type donné d'entreprise. Donc, ça dépend de la mission qui est assignée à cet incubateur. Tout comme on peut avoir un incubateur généralisé qui accueille tout le monde, toutes sortes d'entreprises. Et donc, ça veut dire que dans ce type d'incubateur, eh bien, il suffit d'avoir une bonne idée d'entreprise, il suffit de se faire sélectionner, parce qu'il y a des étapes là-dedans, il suffit de se faire sélectionner pour arriver à se faire incuber. Mais lorsqu'il s'agit d'un incubateur spécialisé, on est obligé donc d'avoir un projet qui entre dans la mission de cet incubateur. Je vais donner quelques exemples. On peut avoir un incubateur qui est spécialisé dans l'agroalimentaire. Si votre projet d'entreprise n'est pas un projet du secteur de l'agroalimentaire, vous ne pourriez pas être incubé dans cet incubateur-là. Si c'est un incubateur qui est spécialisé dans les chimies et cosmétiques, pour la fabrication des produits du genre, si votre projet n'entre pas dans ce cadre, vous ne pourriez pas être incubé. Et de la même façon, un incubateur peut être par exemple spécialisé pour l'entrepreneuriat féminin.
ça veut dire qu'il faut être une femme. Être juste les femmes il faut être femme, pouvoir... Il faut porter un projet de création d'entreprise pour être incubé. Donc, ça dépend de la mission qui est assignée à cet incubateur. Et très souvent, c'est des études de faisabilité qui permettent de voir le type d'incubateur qui est indiqué dans une localité donnée avant de l'implanter. Est-ce à dire, Maxime Toklo, que les incubateurs autrement définis sont peut-être des endroits où les jeunes qui ont l'initiative de créer une entreprise amènent leurs projets et justement ces projets sont analysés et on peut les conseiller sur la longue? Oui, c'est un espace physique. Okay. C'est un espace physique, un espace qui est retenu et sur cet espace, on installe des infrastructures. Okay. Donc, parce qu'il y a plusieurs volets dans l'incubation. Il y a le volet hébergement de l'entreprise. Donc, l'entreprise aura son bureau, l'entreprise aura certainement des laboratoires pour faire ses analyses. L'entreprise a toutes les commodités dont elle a besoin à la création et pour passer les premières phases, après les premières années après sa création. Donc, tout cela doit se retrouver au sein de l'incubateur. On sait que l'entreprise a besoin de la connexion Internet. C'est indispensable. Absolument. On ne peut pas aujourd'hui créer une entreprise et vouloir prospérer sans recourir à l'usage de l'outil Internet. Donc, dans un incubateur, on aura tout cela. On aura l'énergie dont l'entreprise a besoin pour fonctionner. C'est indispensable. Donc, tout ce dont une entreprise peut avoir besoin, et aussi s'il y a certains besoins qui relèvent de sa spécificité. Quand je prends une entreprise, un incubateur, une entreprise qui s'investit dans la chimie et les cosmétiques, a besoin de laboratoire pour effectuer des analyses, pour s'assurer que le produit qu'on veut mettre sur le marché répond à un certain nombre de normes. Et cette entreprise a besoin des spécialistes en la matière, des chercheurs de l'université qui sont dans ce domaine et qui l'aident à réaliser, à effectuer, à améliorer la qualité de son produit. Si c'est un produit consommable, on parle souvent de qualité organoleptique. On va faire des analyses pour voir est-ce que les normes qui sont recherchées, qui sont admises sur le marché, est-ce que toutes ces normes-là sont respectées? Dans l'incubateur, on doit prévoir des laboratoires pour effectuer toutes ces analyses et faire au besoin des réglages afin qu'à la sortie de cet incubateur, l'entreprise puisse avoir tout ce qu'il faut, puisse avoir un produit de qualité conforme aux normes, qu'elle ne sorte pas de cet incubateur et commence encore pas à se chercher, pas à se demander mais comment vais-je faire pour améliorer ci ou ça. Non, elle doit sortir de l'incubateur mûr, un peu comme la poule qui couvre ses poussins et qui ne les lâche qu'après un certain temps, après que le poussin soit en mesure de voler seul, soit en mesure d'aller manger. Voilà, exactement. Donc, c'est un peu cela, un incubateur. Et vous comprenez avec moi que si le taux d'échec des entreprises est très élevé à la création, l'incubateur va permettre donc de réduire de manière drastique ce taux d'échec et donc de permettre à ce que si 100 entreprises entrent, qu'au moins 90 sortent au bout de 5 ans et soient des entreprises pérennes et viables. Est-ce qu'il y en existe des incubateurs au Bénin? Oui, il en existe. Malheureusement, pas beaucoup. C'est-à-dire qu'on déplore qu'il n'y ait pas beaucoup d'incubateurs. Il y a l'incubateur, par exemple, qui a été promu, qui a été installé par l'Université d'Abomey-Calavi, par la fondation de l'université, donc Startup Valley. C'est très connu. À l'université. Voilà, donc il y a des incubateurs qui sont associés à des entités de formation, de sorte que ceux-là qui sortent de ces entités de formation puissent être accompagnés à la création de l'entreprise, parce que l'université forme, mais l'université a également le souci de voir ses cadres prospérer, réussir, et donc créer des emplois. L'université a également ce souci, donc on crée à côté de l'université ou dans l'enceinte de l'université un incubateur pour sélectionner ceux-là qui ont de belles idées de création d'entreprise pour les accompagner à la création. Et il n'y a pas que Startup Valley, il y a également, lorsque nous prenons par exemple le centre Songhai, c'est un centre également d'incubateur, c'est un centre incubateur, un centre qui accompagne les jeunes également à la création de l'entreprise. Vous allez constater que dans le centre Songhai, une fois le jeune qui finit sa formation, il est accompagné, il a peut-être son poulailler, il réalise un cycle
de production, il est suivi pendant ce temps-là. Donc c'est un peu comme s'il est dans son entreprise, à la différence que rien ne lui appartient sur l'espace qui est là, mais il fait l'expérience déjà sur le site, il se comporte déjà comme un entrepreneur, donc on l'aide, on l'accompagne et on l'assiste de sorte qu'il évite les difficultés qu'on rencontre très souvent au début de la création d'une entreprise. Alors, quelles sont les différentes phases? Donc, il n'y en a que deux, hein, deux au Bénin. Non, il n'y a pas que deux. Il y a eu des initiatives qui, malheureusement, n'ont pas duré très longtemps. Et vous savez, on avait déjà développé par le passé le fait que des entreprises meurent avec le créateur. Il y en a eu, je ne voudrais pas citer les noms. Ici, il y en a eu, il y a eu des initiatives par le passé, mais qui, malheureusement, n'ont pas duré parce que le promoteur n'est plus là. Ça les disparaît. initiatives privées, ça a disparu. C'est vraiment dommage. Mais en dehors de cela, il y a, j'ai parlé de beaucoup plus de l'incubateur en termes d'hébergement, en termes d'accompagnement, d'assistance d'un certain nombre de commodités et autres. Mais je voudrais également dire que on peut avoir aussi une incubation externe, c'est-à-dire que l'entreprise n'est pas hébergée, d'accord, mais elle bénéficie d'un certain nombre de services. Elle se rapproche de la structure pour bénéficier d'un certain nombre d'accompagnements. Donc, on parle d'incubation externe. Et d'ailleurs, cela va revenir tout à l'heure dans les différentes étapes d'incubation d'une entreprise. Je voudrais aussi insister sur un aspect pour clôturer avec la définition, la compréhension de l'incubation. Il y a ce qu'on appelle aussi les bureaux à la carte. Vous savez, lorsque vous créez votre entreprise, vous n'avez peut-être pas besoin de rester au bureau tout le temps. Et payer des charges locatives revient très cher. Payer un secrétariat permanent qui est là à tout moment revient cher. Donc, plusieurs entreprises peuvent utiliser le même secrétariat. Vous pouvez avoir un bureau que vous n'occupez que pendant 2 heures dans la journée. Vous calez tous vos rendez-vous pour que de telle heure à telle heure, si un client, un partenaire a besoin de vous, vous prenez vos rendez-vous à ces moments-là et c'est seulement à ce moment que vous occupez le bureau. Il y a d'autres qui occupent le même bureau quand vous n'êtes pas là. Ça veut dire que vous partagez tous le même espace. Donc, on parle de bureau à la carte. Donc, lorsqu'on rentre même dans la définition d'un incubateur, il y a plusieurs façons de procéder en fonction des objectifs, en fonction des résultats issus des études de faisabilité qui précèdent la mise en place de cet incubateur. Et maintenant, pour revenir à la question des différentes étapes dans l'incubation d'une entreprise, nous avons la phase de pré-incubation. Pendant cette phase, le jeune qui rêve de créer son entreprise envoie son projet à la sélection et on doit procéder à une sélection sur la base de la qualité de son idée, sur la base des capacités démontrées. Donc ça, c'est la pré-incubation. Et une fois il est sélectionné, il rentre dans l'incubateur, donc c'est l'incubation proprement dite. La pré-incubation peut durer quelques mois à 1 an au maximum. On devrait pouvoir, en un certain temps record, sélectionner ce jeune-là et l'accueillir dans l'incubateur. Maintenant, la phase d'incubation peut durer selon la mission de l'incubateur. Si c'est un incubateur, par exemple, qui est dans le domaine des chimies et cosmétiques, cela demande beaucoup de travaux de laboratoire, beaucoup d'analyses. Cela demande qu'on travaille vraiment sur le produit pour s'assurer de la qualité, de la bonne qualité du produit. Donc, ça peut durer 2 à 3 ans, selon ce type de projet. Mais on peut avoir aussi des incubateurs pour lesquels la phase d'incubation proprement dite va durer 1 an, en fonction également du type d'entreprise. Donc, on a la pré-incubation, on a l'incubation et la phase de post-incubation qui ressemble un peu à ce que je disais tantôt, l'incubation externe. Pendant cette phase, l'entreprise qui est déjà créée, qui est sortie de l'incubateur, revient pour bénéficier d'un certain nombre de services, d'un certain nombre d'accompagnements, mais elle n'est plus hébergée, elle n'est plus dans l'enceinte de l'incubateur, elle vient et paye les prestations pour bénéficier d'un certain nombre de services, mais dans des conditions bien étudiées. D'accord. Maintenant, est-ce que le programme d'action du gouvernement, ce sera sans doute l'une des dernières questions, est-ce que le programme d'action du gouvernement prévoit la création de beaucoup de centres d'incubation? Oui, actuellement, dans le programme d'action du gouvernement, il est prévu la création de 10 incubateurs au Bénin. De 10 incubateurs, incubateurs hôtels d'entreprise, sur toute l'étendue du territoire national. Et actuellement, nous sommes en train de nous préparer à réaliser les études
pour la mise en place de ces incubateurs. Les études vont permettre de déterminer le type d'incubateur qu'il faut installer dans chaque localité parce que ces incubateurs sont répartis un peu partout sur l'ensemble du territoire national. Et les études vont permettre de définir la mission de chaque incubateur et en fonction donc des localités, des réalités de chaque localité, du type d'entreprise qu'il importe de promouvoir dans ces localités en relation avec aussi les priorités du programme d'action du gouvernement. Et c'est sur cette base que, on l'espère bien, d'ici l'année prochaine, les travaux proprement dits de mobilisation de ressources et de démarrage de l'installation de ces incubateurs va commencer. Mais déjà, il faut dire que les études vont commencer très bientôt. Donc, tout est fait pour que les études commencent afin que, dans les prochains mois, on puisse voir des incubateurs dignes de ce nom au Bénin. Merci beaucoup, Maxime Toklo. On prend le rendez-vous tout à l'heure? Ouais. Oui. J'ai vu dans le programme que vous revenez tout à l'heure. D'accord. Merci beaucoup à vous, à tout à l'heure. Et à tout à l'heure. Ouais. Allez, après les incubateurs, ici, on parlait maintenant de microfinance. On va donc découvrir le secteur de la microfinance avec cet accent mis sur désormais le défi de la sécurité des épargnants, nous dit-on. Ça va être bien sûr avec Louis Biao. Il est avec Martial Guidigan. Voilà, nous allons pouvoir donc parler à présent du secteur de la microfinance et notamment nous intéresser aux défis de la sécurité des épargnants, tous ceux-là qui déposent justement leurs sous dans les structures de microfinance, dans la SFD. Alors, pour en parler, Martial Guidigan reçoit ce matin Louis Biao, qui est le directeur général de l'agence de surveillance des SFD, les systèmes financiers décentralisés. Martial Guidigan, bonjour. Bonjour, Peko. Bonjour, Serge. Bonjour, Martial. Vous le savez bien, les populations béninoises ont bénéficié ces derniers mois de beaucoup de sensibilisation dans ce secteur-là. Et juste, il faut accepter que le gouvernement s'y est mêlé. Il y avait les élus locaux, il y avait les structures de microfinance, juste pour informer et former les populations sur certaines notions. Et donc, cela faudra dire que ce secteur est exposé à certains risques. Et pour en parler ce matin, nous avons invité M. Biao, Louis Biao, bien sûr, il est le directeur général de l'Agence nationale de surveillance de ces SFD au Bénin. M. Biao, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Est-ce qu'on peut savoir déjà aujourd'hui de quoi cela retourne ou l'état des lieux de ce secteur au Bénin? Comment cela se porte? Merci. Je vous remercie pour cette opportunité que vous nous offrez pour parler de l'état du secteur de la microfinance au Bénin. Je dois dire qu'après la semaine nationale de l'inclusion financière qui a fait véritablement une vulgarisation et une promotion de l'inclusion financière afin que tous les Béninois, où qu'ils soient, puissent avoir accès aux services financiers, il est également normal que nous puissions parler du problème récurrent de l'assainissement du secteur au niveau de notre pays. L'assainissement du secteur est un challenge pour le gouvernement, notamment le ministre de l'économie et des finances, qui est l'autorité du tutelle du secteur de la microfinance, du secteur financier en général et du secteur de la microfinance en particulier. Au terme de l'article 18 de la loi 2012-14 du 21 mars 2012, le ministre chargé des Finances est l'autorité du tutelle du secteur. Et vous comprenez, la régulation du secteur qui dépend de ce ministre est un élément important. Nous avons, comme vous l'avez dit tout à l'heure, connu un boom dans le secteur. Nous avons même eu des crises au niveau de ce secteur en 2010. Et face à tout cela, il faut quand même mettre en place un dispositif d'assainissement. Et je dois dire que ce dispositif est en marche au niveau de notre pays pour assainir le secteur. Parlant d'état des lieux, il faut dire que le secteur de la microfinance, c'est un secteur quand même très, très important pour notre pays. C'est un secteur qui tient l'économie de notre pays. Je vais juste donner quelques chiffres et vous allez voir un peu
la situation du secteur. Allez-y. Vous convenez avec moi que aujourd'hui, sur une population de 11 millions d'âmes que le Bénin compte, le secteur de la microfinance impacte directement plus de 2 200 000 personnes. Et lorsqu'on dit impact plus de 2 200 000 personnes, ça veut dire que plus de 2 200 000 personnes bénéficient des services des institutions de microfinance que nous appelons système financier décentralisé. Rien que déjà ce chiffre, c'est un chiffre qui tient quand même lieu d'une importance capitale. Et lorsque vous parlez d'impacter, c'est ça voudra dire quoi? Ça veut dire que 2 200 000 âmes bénéficient des services, soit ils déposent leur épargne au niveau de cette institution, soit ils bénéficient des crédits pour mener des activités génératrices de revenus. Oui, mais lorsque nous constatons effectivement avec vous que ce secteur a connu un engouement ces derniers mois, ces dernières années, qui doit exercer dans ce secteur et qui ne doit pas exercer dans ce secteur? Ah oui, ça c'est une question qui revient généralement, mais c'est très simple. La loi a été claire. La loi que je viens de citer, la loi 2012-14 du 21 mars 2012, portant réglementation des systèmes financiers décentralisés, au terme de l'article 7 de cette loi, nul ne peut exercer, je dis bien nul ne peut exercer sans avoir l'agrément. Et l'agrément, c'est seul le ministre chargé des Finances qui délivre l'agrément pour être institution de microfinance, pour être système financier décentralisé. Donc, il n'y a pas de solution, de mesure avant d'exercer l'activité de microfinance, c'est-à-dire les activités de collecte de l'épargne et ou d'octroi de crédit. Il faut d'abord, préalablement, avoir l'agrément. Mais que doit-on faire lorsqu'on sait que dans un passé récent ou pas trop lointain, il y a des populations béninoises qui ont été spoliées, je ne veux pas nommer, mais vous ne voyez pas que l'éducation financière à l'endroit de ces populations pour mieux s'armer à faire face à ces services financiers est indispensable? Je crois que la question de l'éducation financière est une question préoccupante au plus haut niveau. Et au niveau du gouvernement, c'est un chantier vaste pour permettre à nos populations de ne pas tomber dans les pièges de ceux qui vendent de l'illusion. Et quand on parle d'éducation financière, ce n'est pas un programme qu'on peut exécuter du jour au lendemain. C'est un programme qu'il faut planifier sur le temps. Il faut des programmes à court terme, à moyen terme et à long terme. Et parlant de programmes à long terme, la nécessité même d'inscrire dans nos programmes d'éducation, c'est-à-dire d'enseignement, déjà même à la maternelle, l'éducation financière, c'est une nécessité absolue désormais. Parce que la plus grave difficulté, le plus grand danger, c'est l'ignorance de nos populations. Et je dois dire que par rapport à la question de l'éducation financière, c'est une question importante dans le cadre de la stratégie d'inclusion financière. Et si vous avez suivi, il y a 10 jours, le ministre de l'économie et des finances, qui est le président du Conseil des ministres de l'UEMOA, lors du lancement de la semaine régionale de l'inclusion financière, a précisé en termes de défis que l'éducation financière est une question importante dont il faut tenir compte pour pouvoir reculer l'ignorance de nos populations et pour pouvoir permettre à nos populations de ne pas se laisser spolier. Oui, très souvent vous revenez sur l'inclusion financière, mais parlant de l'adhésion inclusive, qu'en dites-vous? L'adhésion, on est dans une marche. Lorsqu'on parle de l'inclusion financière, on est dans une marche. La marche consiste à quoi? Il faut que, désormais, que tout Béninois, quelle que soit sa situation, puisse avoir accès aux services financiers. Et quand on parle de l'inclusion financière, c'est beaucoup plus. C'est surtout l'accès des populations, quel que soit l'endroit où ils se trouvent sur le territoire national, à des services financiers, mais pas à n'importe quel prix, à des prix abordables qui permettent à ces personnes de pouvoir véritablement s'inscrire dans le tissu social, le tissu économique du pays. Mais lorsqu'on rentre dans ce secteur, vous l'avez dit tantôt, il y a des structures informelles, des structures formelles. Est-ce qu'aujourd'hui,
l'État a fait, le gouvernement a fait des efforts pour amoindrir un peu l'informel dans ce secteur. Est-ce qu'on peut avoir un tableau récapitulatif avec vous ce matin pour comprendre que, bon, dans ce secteur, on peut y aller avec sérénité et assurance? Bien sûr, dans ce secteur, on peut y aller avec sérénité et assurance, à condition de pouvoir suivre ce que nous disons toujours. L'invite, d'abord, c'est que nos populations, avant d'aller contracter avec une structure de microfinance, une structure de microfinance, c'est de s'assurer d'abord que cette structure a l'agrément du ministre de l'économie et des finances. Comme je l'ai dit, je le précise, la seule autorité qui délivre l'agrément, c'est le ministre chargé des finances. Il n'y a pas deux autorités, c'est le ministre chargé des finances. En termes de tableau, nous avons des données qui sont des données un peu historiques. Et en 2011, à la suite de la crise dont vous avez évoqué tout à l'heure, il y a un recensement général de toutes les initiatives de microfinance et des institutions autorisées qui a été réalisé. Et ce recensement a permis de dénombrer 721 points de service, 721 institutions. Sur les 721 institutions... Est-ce que ça n'est pas trop? Oui, c'est trop. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. Sur les 721... Est-ce que vous permettez quand même, est-ce que ces institutions parfois ne sont pas un peu trop portées beaucoup plus vers leur propre rendement que de chercher à résoudre des questions de développement social Les deux. Ouais. Les deux. C'est normal. Qu'on le veuille ou pas, les institutions de microfinance sont d'abord des entreprises. Pour qu'elles puissent continuer dans le temps de pouvoir rendre des services aux populations, il faut qu'elles soient rentables. Et donc, c'est deux missions que les institutions de microfinance ont. La mission économique, c'est-à-dire avoir une rentabilité, mais également la mission sociale, c'est-à-dire rendre des services à des populations qui sont exclues du système bancaire classique. Donc, ces deux missions, ce sont ces deux missions que les institutions de microfinance doivent rendre. Ouais. Maintenant, lorsque le recensement a été fait, le problème, c'est que nous avons constaté qu'un tiers seulement était agréé. À la suite de cela, il y a une stratégie d'assainissement qui a été élaborée et qui est en cours, pilotée par le comité de stabilité financière et d'assainissement du secteur de la microfinance, dont le président est le directeur de cabinet du ministre chargé des Finances. Et de cet assainissement, après plus de 5 ans, et ces 3 dernières années, il y a un grand foyer qui a été fait. Je peux dire que lorsque nous allons réaliser, on a un projet de réaliser un nouveau recensement, parce que ça fait déjà plus de 5 ans, vous convenez avec moi, que les chiffres ont évolué. Mais j'ai l'assurance que les chiffres ont évolué, la situation a évolué favorablement, dans la mesure où, sur les 721 structures qu'on avait dénombrées, nous avons pu formaliser des institutions et aujourd'hui, on a pu réduire, rien que par la formalisation, 48% d'institutions qui exerçaient en marge de la réglementation. Ça veut dire quoi? Il y avait des structures qui exerçaient en marge de la réglementation, mais qui avaient énormément de points de service. Énormément de points de service qu'on avait dénombrés sur les 721 structures. Et aujourd'hui, nous avons pu accompagner pour pouvoir permettre à ce que ces institutions exercent formellement et donner une quiétude à nos populations. Et donc, c'est un travail de longue haleine qu'on fait pour que nous puissions donner une assurance raisonnable à nos populations de pouvoir confier leur épargne. Déjà, la culture de l'épargne, c'est-à-dire confier l'épargne à des structures formelles, c'est déjà un problème. Les gens préfèrent thésauriser l'argent sous leur matelas, sous leur paillasson, mais c'est une culture qu'il faut développer parce qu'on sait que les Béninois vraiment ont une culture en matière d'épargne, mais il faut avoir une culture en matière d'épargne en confiant l'épargne aux structures qui sont, comme je l'ai dit, régulièrement autorisées. Oui, vous l'avez évoqué, M. Biaou, des chiffres tout à l'heure. Parlant des statistiques, ce secteur que vous dirigez avec vos pairs, a quel impact sur le développement du Bénin? Lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat, lorsqu'on parle de l'emploi, lorsqu'on parle du chômage des jeunes, ce secteur apporte quoi au développement du pays? Ok, merci bien. Je crois que le secteur de la microfinance, au niveau de notre économie, est un secteur clé. Tout à l'heure, j'ai dit, c'est plus de 2 millions
de bénéficiaires des services de microfinance. Et sur les 2 200 000 de bénéficiaires, c'est d'abord des entreprises individuelles. C'est des PME également. Et donc, l'emploi créé par les PME, déjà, vous voyez déjà ce que ça donne. Mais c'est également 5 000 emplois directs. C'est-à-dire, les gens qui travaillent dans les institutions de microfinance, le personnel employé par les institutions de microfinance, par les systèmes financiers décentralisés, formels, parce que quand on parle de système financier décentralisé, ce sont des structures qui sont déjà agréées. Les statistiques montrent que nous avons 5 000 agents au niveau de nos institutions. Mais également, pour l'économie, c'est plus de 105 milliards d'épargne au niveau de ces institutions. Combien? Au 31 décembre 2017, 105 milliards d'épargne. Mais, tenez-vous bien, mais le crédit, l'encours de crédit au 31 décembre 2017, c'est plus de 150 milliards. L'encours de crédit, ça veut dire quoi? L'encours de crédit, c'est-à-dire le niveau de crédit, lorsqu'on prend à date, c'est-à-dire au 31 décembre, le niveau de crédit de toutes les institutions de microfinance autorisées, que j'appelle système financier décentralisé, c'est 150 milliards. C'est-à-dire les crédits qu'on a donnés, octroyés aux bénéficiaires, aux populations, pour mener leurs activités, c'est à un niveau de 150 milliards au 31 décembre 2017. Et donc, vous convenez avec moi que ce n'est pas un secteur négligeable dans le tissu économique. Déjà, les emplois directs, on parle de 5 000, mais lorsque nous prenons les bénéficiaires, même si c'est des entreprises, c'est-à-dire si on est dans l'hypothèse que ce sont rien que des entreprises individuelles qui ont été financées, ça veut dire que c'est près de 2 millions, plus de 2 millions de personnes ou bien d'entreprises qui ont été financées. Encore qu'au niveau du secteur de la microfinance, il y a des entreprises, pas des moindres, qui bénéficient des services de ces institutions, des crédits de ces institutions. Et je voudrais vous dire que c'est vrai, lorsqu'on parle de microfinance, on a l'habitude de voir, de se limiter à ce qu'on appelle le microcrédit. Mais tenez-vous bien, les institutions de microcrédit donnent des crédits jusqu'à 50 millions. Et donc, quand on va donner 50 millions, c'est pour des entreprises, des grosses entreprises, tout au moins des PME qui peuvent bénéficier de ces services-là. Et au-delà de tout ça, vous avez l'impression qu'après l'octroi des crédits, les bénéficiaires quand même arrivent à honorer les engagements, ils arrivent à rembourser pour que la chaîne continue? C'est le grand souhait, c'est ce qui doit être fait. Et pour que cela y soit, c'est d'abord, c'est à 2 niveaux. C'est au niveau des bénéficiaires qui doivent vraiment faire en sorte que les activités qu'ils entreprennent sont des activités qui sont rentables, qui leur permettent de rembourser. Mais au-delà de cela, ils doivent avoir une conscience pour dire, lorsque nous prenons du crédit, le crédit c'est un aller-retour. Au deuxième niveau, c'est au niveau des institutions elles-mêmes, les systèmes financiers décentralisés, qui doivent financer, avant de financer, doivent faire une étude du dossier, s'assurer que vraiment le dossier qui a été monté pour être financé, c'est un dossier bancable, comme on le dit. Oui, mais après l'éducation financière, il est normal quand même que, parce qu'on parle de l'assainissement du secteur, qu'est-ce que vous avez à dire en dernier ressort à l'endroit de ces populations pour les rassurer de ce que, allant plutôt dans ce secteur, ils ne craignent rien? Non, déjà, je dois dire que par rapport à l'assainissement du secteur, c'est une question permanente que nous devons continuer de travailler. L'éducation financière, c'est à long terme, pour informer, pour sensibiliser les populations, mais également, comme on l'a dit, pour éduquer nos populations. Et c'est pour ça que j'ai dit, déjà, au niveau primaire même, on doit pouvoir déjà faire des programmes d'instruction pour les enfants, pour qu'ils ne tombent pas dans ce piège. Mais par rapport à l'assainissement, c'est une invite que j'ai toujours fait devant vos micros. Je demande à nos populations, je les regarde, je leur demande, ne confiez pas votre épargne à une structure qui n'est pas autorisée. C'est un risque. Mais j'irai loin. Aujourd'hui, avec le développement des TIC, il y a des appâts dans lesquels il ne faut pas tomber. Les gens vous appellent par les réseaux sociaux, par Facebook, par WhatsApp, pour dire, venez déposer. Ne cédez pas, ne tombez pas dans ce piège
chère population. Voilà ce que Mais comment est-ce qu'il existe quelque part affiché la liste des SFD agréés pour que les gens ne tombent pas là-dedans? Merci bien. C'est quelque chose que nous faisons régulièrement. C'est des dispositions, c'est plusieurs mesures qui ont été faites, comme M. Guigan l'a dit. Nous faisons des sensibilisations à l'intérieur du pays. Nous avons, au cours de cette année 2018, nous avons rencontré le préfet du littoral avec les élus communaux pour les responsabiliser. Lorsqu'une institution vient s'installer dans leur localité, ils ont la responsabilité de s'assurer que cette institution est autorisée. Au cas contraire, la dénoncer pour que des mesures soient prises pour les mettre hors d'état de nuit. Cette même sensibilisation a été faite au niveau de l'Atlantique. Cette même sensibilisation a été faite au niveau de la Takora. Cette même sensibilisation a été faite au niveau de la Donga. Ça, c'est pour cette année. Mais les années antérieures, en 2017, on en a fait à Parakou, donc au niveau du Borgou. Et donc, c'est un mariage que nous faisons. Mais également, on est allé loin. Vous imaginez, il faut trouver des solutions face à tout ce qui se développe. Mais on a sensibilisé les confessions religieuses pour qu'ils sensibilisent à leur tour leurs fidèles dans leur prêche, pour les inviter simplement. C'est juste en 5 secondes. Ne confiez pas votre épargne à une structure qui n'est pas autorisée. Et donc, en termes de mesures par rapport à la communication, c'est que nous affichons la liste des institutions autorisées au niveau des mairies, au niveau des commissariats, et donc pour sensibiliser. Mais cette liste, elle est dynamique, parce qu'il y a des entrées, il y a des sorties, et donc de façon périodique, nous envoyons cette liste-là au niveau des concentrés pour pouvoir attirer l'attention. Mais nous avons appelé la responsabilité des élus locaux, je dis bien des élus locaux. Lorsqu'une structure de collecte de l'épargne ou d'octroi de crédit vient s'installer dans votre localité, la responsabilité première de ces élus, c'est de s'assurer d'abord, et dans le doute, il suffit d'informer la police. Parce que c'est quelque chose que nous faisons avec la police. Et donc, les commissariats de police aujourd'hui sont informés. Dès lors qu'un élu local vient au niveau du commissariat, nous avons une structure qui s'est installée, on ne sait pas si cette structure a l'agrément, la police prend le relais et puis... Oui, mais qu'en est-il aujourd'hui des tontiniers qui vont d'étal en étal pour récupérer 100 francs, 200 chez les bonnes. Les tontiniers ambulants, comme on le dit. Ouais. Ça, c'est une autre paire de manches, monsieur le journaliste, et c'est une bonne question. Vous savez, au niveau du Bénin, nous avons une culture. Une culture, et c'est difficile de cerner tout ça là. Et qu'est-ce qui est fait? C'est qu'il y a des sensibilisations qui sont faites pour que ces tontiniers, d'abord ces tontiniers prennent des risques. Lorsque vous êtes en train de collecter comme ça, des gens, des malfaiteurs peuvent vous attaquer. Ouais. Mais qu'est-ce qui est fait? Les institutions autorisées les invitent à venir déjà déposer cette épargne-là pour sécuriser ça. Et donc, il y a aujourd'hui des contrats de partenariat entre ces promoteurs et les institutions qui sont autorisées pour sécuriser l'épargne des populations. Mais ça ne donne pas une assurance raisonnable à 100%, parce que ce n'est pas tous ces tontiniers ambulants qui le font. Mais déjà, systématiquement, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque quelqu'un ouvre une baraque, il met tontine, épargne, crédit, il exerce déjà en marge de la réglementation et il est passible de sanctions. Voilà ce que je dis. Monsieur Biao, quand vous parlez des listes que vous affichez aussi bien dans les mairies que dans les commissariats et que les tontiniers, justement, vous n'arrivez vraiment pas encore à pouvoir les cerner, il y a quand même de ces populations analphabètes qui sont prêtes à se confier au premier venu, à cette personne-là qui leur offre, je dirais, des facilités et des garanties. Le problème, il est toujours là, le verre, il est dans le fruit. Oui, c'est une problématique. Mais vous savez, il faut régler de façon globale les problèmes. Pour régler de façon globale les problèmes par rapport à cette question, c'est quand même le Bénin, lorsque nous prenons les pays de l'UEMOA, c'est une exception en matière de collecte de l'épargne. Cette pratique, vous n'allez pas voir ça en Côte d'Ivoire, au Sénégal et autres. Et donc, compte tenu de cette réalité, mais je dois dire au passage qu'il y a une autre réglementation qui régit les tontines. Est-ce que vous voyez? Mais nous, on est au niveau du secteur de la microfinance, nous avons une autre réglementation. Mais lorsque cette tontine-là, si par exemple, au niveau de l'ORTB, les agents de l'ORTB font de la tontine, on ne va pas dire que, entre eux, on ne va pas dire que c'est une culture. Ça, ce n'est pas public. On dit entre agents de l'ORTB, on le fait. Mais par rapport à cette tontine ambulante, les mesures qui sont prises, c'est d'abord l'information de la population. C'est également
les inviter à aller vers des structures formelles pour déposer l'épargne et pouvoir sécuriser l'épargne de la population en réalité. D'accord. Merci beaucoup, M. Biaou, d'être venu.